Bonjour et bienvenue dans Première lecture, le format de lecture des rapports parlementaires émis par nos représentants élus de la nation. Aujourd'hui, nous allons lire le rapport d'enquête fait sur l'organisation des élections en France, ou plutôt comme on l'appelle, sur la commission d'enquête sur les sondages. Nous allons lire ce rapport, le commenter, se questionner dessus, participer. Bref, on va passer un bon moment ensemble à s'interroger sur le fond comme sur la forme de ce rapport d'enquête. C'est une première lecture que je tente sur la chaîne. Et si le format vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, un pouce bleu d'ailleurs. Oula, un pouce vert, c'est vieux ça. Un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à me faire part de vos retours. C'est un format que je souhaite participatif, donc si vous avez des retours ou des critiques à émettre vis-à-vis de ce qui est dit dans ce rapport d'enquête, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Donc, on va se lire ce rapport d'enquête, le rapport numéro 1479, c'est-à-dire qu'il y en a eu tout simplement en 1478 avant celui-là, qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Cette commission d'enquête a rassemblé une trentaine de députés de tous bords politiques, représentés à la proportionnelle des groupes politiques composant l'Assemblée nationale, qui se sont réunis entre le 19 décembre 2024 et le 28 mai 2025, date de remise du rapport, et donc ont auditionné des acteurs importants du monde des sondages et des élections pour aboutir à des conclusions. Cette commission d'enquête a été réalisée suite à un droit de tirage de la France insoumise. Qu'est-ce qu'on appelle un droit de tirage ? C'est tout simplement quand un groupe parlementaire décide à son initiative de convoquer une commission d'enquête et de la constituer. Soit on se repose sur une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale qui existent déjà, soit au contraire on crée une commission à partir de rien. Et c'est le cas en l'occurrence. Le droit de tirage, chaque groupe dispose d'un droit de tirage par session ordinaire, donc qui va du 1er octobre au 30 juin. Et donc c'était le droit de tirage de la France insoumise de l'année dernière. Voilà. Donc on y va pour cette lecture de ce rapport d'enquête. Rapport fait au nom de la commission d'enquête concernant l'organisation des élections en France. Voilà, c'est l'intitulé très précis de cette commission d'enquête et de son rapport. Le président était M. Thomas Cazenave, député de la première circonscription de Gironde, c'est-à-dire celui qui a organisé les débats, celui qui donne la parole et qui veille à ce que le fil conducteur soit respecté et que donc on soit véritablement dans la forme de la commission d'enquête, puisqu'elle obéit à des règles assez strictes. Et on a comme rapporteur Antoine Léaumont. Thomas Cazenave est député Ensemble pour la République, c'est-à-dire du parti présidentiel. Antoine Léaumont, député La France Insoumise, de la 10e circonscription de l'Essonne, il me semble. Et donc le rapporteur, c'est celui qui prend en note, on va dire, l'ensemble des informations qui sont dites et qui constitue un rapport pour faire un résumé de tout ce qui a été dit pendant ces mois de travail. Donc là, on va commencer le tome 1, donc le rapport en tant que tel. Voilà, donc on a la liste de tous les députés qui étaient présents. On a Thomas Cazenave, Antoine Léaumont, Farida Amrani, Léa Balage, El Mariki, Erwan Balanan, Bruno Bilde, Manon Bouquin, Xavier Breton, Pierre-Yves Cadalen. Tiens, il y a des noms que je ne connais pas. Colette Capdevielle, peut-être. Éléonore Carrois, Jean-Victor Castor, Vincent Corr, Sophia Chikirou, Nicole Dubré-Chirat, Emmanuel Duplessis, Agnès Firmin-Lebaudot, Martine Froger, Pascal Gau, Guillaume Gouffier-Valente, Thomas Ménager, Maxime Michelet, Frédéric Petit, Kevin Pfeffer, Stéphane Rambaud, Éric Salmon, Thierry Tesson et Céline Thiebaud-Martinez. Donc tous ces députés ont participé à cette commission d'enquête et donc leur rôle pendant cette commission était de poser des questions aux différents intervenants qui étaient invités, convoqués par la commission d'enquête, puisque quand vous êtes convoqué par une commission d'enquête, vous n'avez pas le droit de refuser de venir, à moins d'avoir une très bonne justification. C'est pas la vie scolaire au lycée. Ensuite, on a le sommaire, mais vous allez voir, il est long, très long.
Voilà, ça c'était juste la partie, voilà, la partie 1, 2, partie 3, partie 4. Voilà, le sommaire est très long, mais ça permet de savoir directement ce qu'on va voir dans ce rapport d'enquête. Vous voyez, rien qu'à descendre dans le sommaire, on est déjà à la page 16. Donc on va commencer par le premier point, le point de vue du président. C'est-à-dire, c'est un peu l'avant-propos où le président donne son point de vue sur la commission d'enquête, puisque tout le reste a été écrit par le rapporteur et les retours des députés qui ont composé la commission d'enquête. Donc là, c'est le petit moment où le président peut dire grosso modo ce qu'il veut. Donc là, c'est la voix de Thomas Cazenave qu'on va entendre. Pendant 6 mois, la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France a conduit un travail exigeant, méthodique et pluraliste. Plus de 40 auditions ont permis d'entendre près de 120 personnes. Des représentants des ministères, des autorités de régulation, des chercheurs, des magistrats, des journalistes, des instituts de sondage, des responsables de plateformes numériques, des élus locaux, des membres de la société civile, ainsi que plusieurs acteurs du débat public. La qualité des échanges, la diversité des points de vue et la sincérité des contributions ont permis de nourrir la réflexion des membres de la commission. Le présent rapport est structuré en 3 parties distinctes, qui reflètent la méthode que nous avons suivie tout au long de cette commission d'enquête et la diversité des points de vue qui s'y sont exprimés. Après le point de vue du président figurent les constats et propositions propres au rapporteur et enfin les contributions des différents groupes politiques. Donc vous voyez comment c'est séquencé, mais ça j'aurai l'occasion d'y venir, ça a trait aussi des résultats de la commission d'enquête en tant que telle. Mais voilà, le rapport est bien séparé entre les propositions de chacun pour que tout le monde puisse comprendre ce que chacun dit et revendique au terme de cette commission d'enquête, mais surtout que du coup, on ne mette pas des propos qu'un groupe parlementaire aurait dit à la place de députés qui n'auraient pas dit ces propos. Ça permet bien de séparer ce qui a été dit en fonction des groupes politiques. Je vais boire fréquemment, parce que du coup, ça va beaucoup utiliser ma voix, donc voilà, je vais la mettre à rude épreuve. La participation électorale connaît, en France comme dans d'autres démocraties comparables, une érosion progressive. Elle touche plus particulièrement certains scrutins jugés éloignés, comme les européennes ou les départementales, et concerne davantage les jeunes, les moins diplômés, les habitants des quartiers populaires ou des zones rurales. Cette dynamique traduit moins une hostilité qu'un éloignement, une mise à distance du politique nourrie par la lassitude, la défiance ou le sentiment d'inutilité du vote. Donc là, le président nous propose son propre constat du manque de participation aux élections en France, en nous donnant une typologie de l'électeur, du non-électeur, ou plutôt de l'abstentionniste, et surtout des premières raisons qui expliqueraient pourquoi ces personnes-là ne vont pas voter. Ce phénomène s'inscrit dans un contexte de transformation plus large. Les formes d'engagement se diversifient, les canaux traditionnels de la vie démocratique perdent en influence et l'accès à l'information repose de plus en plus sur des mécanismes opaques. Le lien civique se fragilise. Y répondre suppose plus qu'une réponse technique. Il faut s'interroger sur les conditions concrètes qui rendent possible un exercice réel et confiant du droit de vote. Donc voilà, même le président admet que c'est trop facile de dire qu'il y a un type d'électeur qui ne vote pas et que de fait, il y aurait une réponse à apporter. Non, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte qui ont été vus au terme de cette commission d'enquête, qu'on va pouvoir voir tout du long de la lecture de ce rapport pour voir justement quelles problèmes émergent attestés par la commission et surtout quelles réponses la commission propose d'y apporter. Mais cette crise n'est pas une fatalité, elle exprime aussi une exigence. Lorsque les électeurs perçoivent un enjeu clair, une utilité directe à leur vote, ils se mobilisent. Les élections législatives de 2024 l'ont montré. Dans un contexte incertain, la participation a progressé. Le ressort démocratique n'est pas brisé, il doit être compris et réarmé. Donc il y a quelque chose qui se passe dans la société civile, mais on ne sait pas quoi, qui explique que parfois, qui
qui, euh, qui montre que parfois, les électeurs ne se rendent pas aux urnes, pas du tout, alors qu'à l'inverse, dans des situations parfois techniques, eh bien, on a un regain de participation. En fait, il nous fait du teasing. On est toujours dans le propos du président. Une organisation électorale solide, digne de confiance. Les auditions ont permis de confirmer un point essentiel. Les élections en France sont bien organisées. À chaque étape du processus, les garanties juridiques, administratives et logistiques sont solides. Cette stabilité, largement reconnue par les acteurs entendus, constitue un socle démocratique précieux. Les élections législatives de 2024 sont, à cet égard, un bon exemple. En quelques semaines, la mobilisation du gouvernement, de l'administration, des élus locaux a permis d'organiser dans l'urgence un scrutin pour lequel aucun incident notable n'a été relevé. Et ça, je trouve que c'est une force en France. Notre capacité d'organisation des élections, on a une machine qui est bien rodée, fruit de siècles d'histoire et d'héritage républicain qui transcende pas uniquement la 5e, hein, mais depuis la Première République. On a le fruit de l'expérience, de ce qui a marché, de ce qui a moins marché, et des évolutions techniques qui permettent de dire qu'en France, quand on organise des élections, eh ben on sait les faire et ça se passe bien. À moins que des choses externes à l'organisation des élections se produisent, l'organisation en tant que telle est un phénomène qui est très bien rodé grâce à notre organisation territoriale, entre autres. Des scrutins bien organisés et largement incontestés. Les auditions ont permis de dresser un constat largement partagé. Les élections en France sont bien organisées. Loin des soupçons de manipulation ou des scénarios d'instabilité parfois évoqués dans d'autres démocraties, on se demande bien lesquelles, notre pays offre un cadre électoral rigoureux, maîtrisé et résilient. Les processus sont encadrés à chaque étape. Convocation des électeurs, réception des candidatures, organisation matérielle du scrutin, dépouillement, transmission des résultats, contrôle a posteriori. À chaque maillon, des acteurs formés, des procédures éprouvées, des outils juridiques solides. Vous voyez, et que c'est vraiment une chaîne maîtrisée de A à Z, du début à la fin. Chacun sait ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quelles consignes sont données, comment ça doit être respecté, comment agir dans telle situation. Bref, c'est une machine qui fonctionne très bien. Et heureusement, parce qu'avec la quantité d'élections qu'on organise en France, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, il faut toujours préciser quand même, de souligner, comme le fait le président, quand les choses vont bien, il faut le souligner pour se dire qu'on a de la chance d'avoir un système qui fonctionne bien. Je parle de la technique, en l'occurrence, de l'organisation des élections. Le ministère de l'Intérieur joue, à cet égard, un rôle central. Il coordonne l'ensemble des opérations électorales avec l'appui des préfectures, des communes, des magistrats et des agents territoriaux. La fiabilité de ce pilotage n'est pas une donnée abstraite. Elle se mesure au nombre très limité d'incidents, à la fluidité des opérations sur le terrain, à la confiance des électeurs dans le bon déroulement du vote. Même dans les territoires confrontés à des contraintes logistiques fortes, insularité, éloignement, dispersion, l'organisation reste assurée, parfois avec des moyens exceptionnels, toujours avec le même objectif: garantir à chaque citoyen la possibilité d'exprimer son choix. Ça va toujours le chat ? Les commissions de propagande, les bureaux de vote, les magistrats désignés pour suivre les opérations, ainsi que le juge administratif, contribuent eux aussi à cette solidité institutionnelle. Le contentieux électoral, suivi de manière précise, reste contenu et ne remet pas en cause la légitimité des scrutins. Il témoigne au contraire de la capacité du droit à traiter les contestations dans un cadre serein. En ce sens, l'élection continue d'incarner un moment démocratique, ordonné et respecté. Cette stabilité n'est pas un acquis passif. Elle est le produit d'une vigilance constante et d'une volonté collective de préserver la sincérité du suffrage. Voilà, et je suis là-dessus d'accord avec les mots du président. Je disais tout à l'heure que c'était le fruit de plusieurs siècles d'histoire républicaine cristallisée dans ces temps actuels. Mais c'est aussi le fait que toutes les organisations politiques qui concourent aux élections respectent
les élections en tant que telles. On entend parfois des mots qui sont dits à droite à gauche en disant « Ah, je suis pas sûr que si, je pense qu'il y a eu des problèmes d'organisation ici ». Mais globalement, ce sont des phénomènes qui sont très locaux et qui sont très marginaux, puisque l'ensemble des partis politiques qui concourent au scrutin français ont la confiance, enfin accordent leur confiance au système électoral de fait, puisque c'est le ministère de l'Intérieur qui l'organise, les préfectures qui dispatchent les consignes et bien sûr les élus locaux qui se chargent de l'organisation sur leur territoire des élections. C'est un véritable maillage qui continue d'être scruté et respecté pour garantir toujours la sincérité d'une élection. Des marges d'ajustement ciblées. Si l'architecture électorale française est solide, certaines situations ont mis en lumière des ajustements souhaitables, non pour corriger une défaillance systémique, mais pour renforcer encore l'effectivité du droit de vote. C'est notamment le cas des radiations liées à la perte d'attache communale. Les radiations, c'est tout simplement quand on déménage et qu'on n'est plus inscrit sur les listes électorales. Rien à voir avec des incidents nucléaires, c'est pas de ça qu'on parle. Lorsqu'elles interviennent à quelques semaines seulement d'un scrutin, elles peuvent placer certains électeurs dans l'incapacité matérielle de voter, alors même qu'ils n'en ont pas été clairement informés ou qu'ils n'ont pas eu la possibilité de contester utilement cette décision. Et oui, parce que quand vous déménagez, c'est à vous de faire les démarches pour changer votre lieu de vote à la mairie de là où vous emménagez, et que tant que vous ne le faites pas, vous êtes toujours considéré comme électeur de la mairie où vous étiez précédemment. Mais le fait est que, comme vous avez déménagé, vous ne recevez plus votre carte électorale, et que vous devez vous déplacer à la mairie où vous êtes rattaché pour pouvoir voter. Autant quand c'est plusieurs mois en avance, on a la possibilité de faire les démarches, de se déclarer à la nouvelle mairie pour savoir où est-ce qu'on vote, où est notre bureau de vote, etc. Autant quand effectivement c'est à quelques semaines et que les listes électorales sont déjà bouclées, eh bien en fait, quand bien même on fait le changement d'adresse, eh bien en fait, ça ne vaut que pour l'élection prochaine. Et de fait, vous êtes radié des listes électorales, vous ne pouvez plus voter dans la ville où vous étiez précédemment, mais vous ne pouvez pas voter dans la ville où vous venez d'emménager, puisque les listes électorales ont été clôturées à un moment. Donc on est dans une situation où il y a des gens qui ne savent pas que quand bien même ils aient fait les bonnes démarches, quand ils font les démarches, puisqu'il y en a qui ne savent même pas qu'il faut faire des démarches aussi, eh bien ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas voter et qu'ils doivent attendre les prochaines élections. Cette situation, si elle demeure marginale, appelle une évolution à la hauteur de ses effets potentiellement disproportionnés. Il ne s'agit pas de remettre en cause les principes d'actualisation des listes électorales, mais de mieux encadrer leur mise en œuvre. Un délai plus adapté, une information systémique, une traçabilité renforcée des décisions pourraient suffire à éviter que le jour du scrutin ne se transforme pour certains citoyens en moment d'exclusion involontaire. De manière plus large, la modernisation du répertoire électoral entreprise ces dernières années va dans le bon sens. La centralisation progressive des données, la possibilité d'inscription en ligne, la coordination entre les communes et l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques, ont contribué à fluidifier les démarches et à limiter les erreurs. Ce mouvement doit se poursuivre, avec le souci constant de rendre les procédures plus lisibles et plus accessibles. Ainsi, il serait souhaitable d'enrichir, de manière volontaire, le répertoire électoral unique des adresses électroniques et des numéros de téléphone des électeurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand bien même on ait un système électoral qui soit bien rodé, bien organisé, il n'est pas parfait pour autant. Et donc, il est toujours sujet à préconisation, à recommandation pour l'améliorer. Et c'est ce que nous propose Thomas Cazenave, en l'occurrence, de renseigner nos informations électroniques pour que les mairies et le ministère de l'Intérieur puissent nous prévenir de démarches à faire pour être en règle et ne pas se retrouver sans bulletin de vote le jour du scrutin. Sur ce sujet, j'ai donc une divergence importante avec le rapporteur. Je ne crois pas que l'heure soit une refonte profonde du droit électoral. Nous n'avons pas affaire à une crise du système, mais à des ajustements ciblés à opérer pour rendre les règles plus accessibles, les démarches plus fluides et les informations plus claires pour nos concitoyens. Donc voilà,
Là, c'est le mot du président qui explique clairement qu'il est en désaccord avec les propos du rapporteur, puisqu'ils sont de deux partis politiques différents. Ils ont le droit, et que donc chacun ne tire pas les mêmes conclusions des auditions qu'ils ont pu faire pendant cette commission d'enquête. Là où le président de la commission d'enquête voit simplement des ajustements à la marge à faire pour que notre système électoral soit renforcé et regagne de la légitimité, au contraire, le rapporteur, Antoine Léaumont, parle de crise du système et donc à une refonte profonde du système électoral que lui aura l'occasion de nous décrire dans les centaines de pages qui vont venir en dessous. La modernisation du système électoral. La modernisation des outils électoraux peut répondre à des contraintes techniques réelles. Simplifier l'organisation des scrutins, améliorer l'accessibilité, faciliter certaines démarches. Elle ne doit pas être écartée par principe, mais elle ne constitue pas une réponse aux causes profondes de la baisse de participation. Aucun dispositif, aussi innovant soit-il, ne remplace la confiance dans le débat démocratique, ni ne recrée à lui seul l'intérêt pour le vote. Et certaines évolutions, si elles sont mal encadrées, peuvent nourrir plus de soupçons que de mobilisation. C'est pourquoi la prudence, ici, est une condition de l'efficacité. Donc là, on est véritablement dans la partie où le président se déclare en opposition aux propos du rapporteur, et donc on va voir quelles conclusions il en tire. Le recours aux machines à voter concerne aujourd'hui une soixantaine de communes. Depuis plus d'une décennie, un moratoire empêche l'extension de ce mode de scrutin sans pour autant remettre en cause dans les collectivités qui en ont recours. Ce statu quo crée une situation paradoxale. D'un côté, certaines communes sont attachées à ce dispositif, en apprécient la fiabilité et la simplicité. De l'autre, aucune évolution technologique, aucune actualisation réglementaire n'est possible faute de position claire de l'État. Eh bien, vous savez quoi ? J'apprends déjà quelque chose avec ce rapport d'enquête, c'est qu'il y a des machines à voter. Moi, je pensais que la France n'en avait pas du tout et qu'on était avec la bonne vieille urne, vous savez, transparente en plexi, qu'on était avec notre petit bulletin papier dans l'enveloppe au format réglementaire et qu'on mettait notre bulletin à voter, tu signes, c'est réglé. Donc, je découvre avec vous, peut-être que vous aussi vous le découvrez, que certaines communes disposent de machines à voter, mais qu'il n'y en a pas plus, puisqu'il y a un moratoire qui bloque toute progression de déploiement de ce dispositif. Donc je découvre que ça existe en France. Et bien vous savez quoi, s'il y a des gens dans les commentaires de YouTube dont leur bureau de vote ont des machines à voter, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la question. Est-ce que vous avez plus confiance dans votre machine à voter, ou bien est-ce que vous préférez la bonne vieille urne en plexiglas transparente dans laquelle vous glissez votre bulletin? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, puisque pour ma part, n'ayant jamais eu de machine à voter sur laquelle m'essayer, eh bien je ne sais pas du tout ce que ça donne. La seule chose que j'en connais, c'est les machines à voter aux États-Unis, mais c'est autre chose. Ce moratoire prolongé génère de l'insécurité juridique et pratique. Il empêche toute modernisation des équipements, rend difficile leur maintenance et décourage l'innovation dans un domaine pourtant essentiel à la confiance démocratique. Il alimente aussi, à bas bruit, des inégalités de traitement entre électeurs selon leur commune de résidence. Ah oui, d'accord. Une telle situation ne peut se prolonger indéfiniment. Le ministère de l'Intérieur doit à terme trancher, soit en actant la fin de ce dispositif, soit en encadrant de manière rigoureuse sa pérennisation. Donc, on ne peut pas rester excusez-moi de dire ça, le cul entre deux chaises. Il faut que le ministère de l'Intérieur se positionne. On va dire que c'est une recommandation du président de la commission. Ah bah, en parlant de recommandations, je propose, donc là c'est une proposition, que l'on autorise à nouveau le recours aux machines à voter dans les communes qui le souhaitent, sous réserve de garanties techniques et juridiques renforcées. Cette décision permettrait de lever l'ambiguïté actuelle, d'accompagner les collectivités concernées dans la modernisation de leur matériel et de tirer pleinement parti des innovations disponibles sans compromettre la sécurité du vote. Et je crois que c'est véritablement en fait ce qui jette un petit peu l'opprobre sur les machines à voter, c'est la sécurité du vote en tant que tel. Qu'est-ce qui garantit
que le vote qu'on enregistre est bien le candidat pour lequel on vote, et qu'est-ce qui garantit que d'ici au dépouillement, le résultat ne soit pas modifié. Pareil, encore une fois, je serais très curieux d'avoir vos retours dans les commentaires. Et dans le chat aussi. Le vote électronique à distance, une prudence renforcée. Ah, moi j'ai connu ça par contre, le vote électronique à distance. Donc ce vote éponyme suscite un intérêt croissant, en France comme ailleurs. Il est souvent présenté comme une solution moderne, capable de faciliter la participation électorale, en particulier chez les jeunes ou les personnes éloignées du bureau de vote. Cette promesse technologique repose sur une idée simple. En abaissant les contraintes logistiques, on rend le vote plus accessible. L'argument mérite d'être entendu, mais il ne suffit pas à emporter la conviction. Bah oui, ce serait trop simple. Et pour le coup, pour avoir vécu ce système-là, ça n'apporte pas plus de participation. J'y reviendrai dans quelques instants. Sur le plan technique, les dispositifs expérimentés ou projetés sont de plus en plus sécurisés. Des audits indépendants, des protocoles de chiffrement, des procédures de vérification ont été développés. Mais le risque principal n'est pas technique, il est politique. L'introduction du vote à distance pour les élections générales créerait une incertitude structurelle en ouvrant la voie à des contestations, même sans incident avéré. Dans un climat où la défiance précède parfois le scrutin, le simple soupçon de fragilité du système peut suffire à délégitimer le résultat. Surtout, en l'absence de bulletins papier, il serait impossible de procéder à un recomptage, rendant toute vérification concrète impossible et aggravant la portée d'éventuelles contestations. Et c'est là véritablement le nœud du problème avec le vote à distance électronique, c'est que comme le vote doit rester anonyme, on n'a pas le droit, et il ne faut surtout pas tenter de tracer les opérations de vote, et surtout de relier un vote sur un candidat, puisque ça détruirait le principe de neutralité de l'élection, du fait que chaque électeur est responsable de son vote, et surtout n'a pas à communiquer ses intentions de vote. Ça fait partie de quelque chose qui est sacré en France. L'électeur a le droit à la confidentialité totale vis-à-vis du vote qu'il enregistre. Et donc il y a un problème, puisque s'il y a un problème pendant une élection avec un suffrage électronique, comment est-ce qu'on fait pour voir si c'est vrai ou pas et donc de fait, là où avec le scrutin papier, suffit de recompter les bulletins et on voit si on a le bon nombre, voilà. Et bien si avec le système électronique, on ne peut pas faire ça, et donc on peut avoir, mais alors des réclamations en chaîne pour le coup. Le vote à distance interroge moins donc la capacité technique de l'État que sa capacité à garantir sans équivoque la sincérité du scrutin. Ce constat conduit à une forme de prudence renouvelée. Justement, vu qu'on va passer à la suite, moi je vais parler un petit peu de mon expérience. Moi j'ai connu quand j'étais étudiant le vote électronique pour certaines élections, et on nous avait vendu ça comme la promesse de voilà, tous les étudiants pourront voter facilement, puisque voilà, avec la contrainte des cours, des temps de repas, eh bien... Attendez, juste un instant. Voilà, excusez-moi, j'avais un petit problème technique à régler. Qu'est-ce que je disais ? Oui, voilà, on avait mis en place des tentatives de scrutin électronique. Je crois d'ailleurs que c'est toujours actuellement en place, dans l'idée que les étudiants, entre les cours, les temps dans les restaurants universitaires, ou des fois n'ont pas cours pendant une journée des élections, eh bien, ne participent pas énormément aux élections. Et autant on parle beaucoup du taux d'abstention pour certaines élections nationales, qui peut monter à 50, 60, 70% d'abstention si l'élection n'intéresse pas particulièrement les gens. Autant les élections étudiantes, la participation est très très faible. Toutes les élections auxquelles j'ai participé et où j'ai vu des chiffres, on était plus autour de 10%, c'était déjà une petite victoire de participation, 15% c'était l'apothéose, 20% on ouvrait le champagne, c'était du jamais vu. Voilà, c'est pour vous dire à quel point les étudiants ne votent pas. Et que donc il y a véritablement un problème de la jeunesse qui ne vote pas aux élections, comme le disait le président de la commission. Et donc du coup, pour
tenter de pallier à ce problème-là, les différentes instances universitaires ont mis en place des scrutins électroniques pour tenter d'augmenter la participation et surtout avoir moins de contraintes logistiques d'organiser les élections. Bah oui, parce qu'il faut réserver des salles, il faut le matériel de vote, les bulletins de vote, les enveloppes, vérifier que pour certaines élections, les étudiants ne vont pas voter plusieurs fois à plusieurs bureaux de vote. Donc il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs contraintes comme ça qui sont facilitées grâce au vote électronique, puisque on vote avec... alors c'était un espèce de compte institutionnel, j'ai oublié comment ça s'appelait, ça fait longtemps hein, pour moi. Il y avait un espèce de compte institutionnel sur lequel on votait, comme ça c'était un vote point barre, et puis à la fin, le soir, on avait le moment de révélation des résultats, où du coup plusieurs personnes disposaient d'un mot de passe qu'il faut rentrer sur une intervalle précise pour faire le dépouillement, dépouillement, pardon, électronique. Et donc, voilà, on avait les résultats, boum, c'était réglé en un temps record, et voilà. Mais derrière, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui garantit bien que les résultats soient enregistrés? Qu'est-ce qui garantit bien que des étudiants soient bien allés au bout de la procédure et qu'il n'y a pas un raté à un moment et qu'eux, ils croient avoir bien voté et qu'en fait, au final, leur voix n'a pas été enregistrée. Donc tout ça, il y a des inquiétudes qui sont à prendre en compte pour de futurs mode de scrutin, puisque, si je crois bien comprendre, la volonté du président de la commission, c'est de tenter de lui faire gagner du terrain dans les années à venir, avec quand même des artifices de sécurité et de confidentialité pour être sûr que le scrutin reste toujours sincère. Ensuite, il nous parle des vecteurs d'information électorale encadrés sans restreindre. Les auditions ont aussi permis de constater, j'ai rajouté le aussi, mais c'est pas grave, que les vecteurs d'information électorale traditionnels, sondages, médias audiovisuels, presse, sont dans leur ensemble correctement encadrés. Les règles existent, les régulations sont effectives et aucun dysfonctionnement structurel n'a été mis en évidence. Cela ne dispense pas d'interroger certaines pratiques ou de renforcer la transparence, mais cela appelle à ne pas alimenter une défiance infondée. Et là, on arrive au nœud de la commission d'enquête, voilà, à tel point que justement, on l'a appelé comme ça, la commission d'enquête sous les sondages. On en est véritablement sur ce qui a cristallisé le plus de discussions dans cette commission. Les sondages, un outil démocratique sous haute régulation. Les sondages occupent une place importante dans la vie démocratique contemporaine. Ils permettent de capter des tendances, de structurer le débat public, d'éclairer les électeurs comme les responsables politiques. Leur rôle ne se limite pas à la période électorale, il s'inscrit dans un continuum d'informations qui influence à des degrés divers la hiérarchie des sujets, la stratégie des acteurs, l'intérêt des citoyens. Le droit encadre déjà la publication des sondages de manière stricte, notamment en période électorale. La commission des sondages exerce une mission de contrôle reconnue, donc c'est pas la commission d'enquête, c'est véritablement une autre commission, et rien dans les auditions tenues par la commission d'enquête ne permet de douter de la qualité et du sérieux de son travail. Les instituts ont rappelé les principes méthodologiques qui régissent leurs enquêtes: échantillons représentatifs, redressements explicites, marge d'erreur assumée. Ces pratiques sont parfois mal comprises, ne relèvent pas d'un calcul politique, mais d'un traitement statistique destiné à restituer, autant que possible, une photographie de l'opinion à un moment donné. Et c'est ça, justement, c'est littéralement ça, la définition d'un sondage électoral, c'est une photographie de l'opinion à un instant donné, qui ne détermine pas les résultats d'un scrutin, mais qui permet de montrer l'engagement de la population à un instant T. Cela n'interdit pas le débat. Des interrogations existent sur la lisibilité des notices, sur la compréhension des redressements ou sur l'effet d'amplification que peut produire leur commentaire médiatique. Ces enjeux méritent d'être pris au sérieux, non pour délégitimer l'outil, mais pour renforcer sa clarté.
La publication plus systématique des données brutes, une meilleure pédagogie des marges d'incertitude, une vigilance sur les projections en siège sont autant de pistes à explorer. Elles ne remettent pas en cause la fonction même des sondages et leur professionnalisme. Elles visent à maintenir un équilibre entre leur utilité démocratique et la responsabilité qu'elle implique. Et voilà. Et tout le sel de cette commission d'enquête, ça a été de montrer un petit peu la distance qu'il y a entre le travail purement factuel des instituts de sondage vis-à-vis des sondages d'opinion sur des élections à venir. D'ailleurs, c'est sur des sondages d'élections, pas sur des sondages d'opinion, c'est autre chose. Et derrière, le commentaire qui en est fait, que ce soit par le personnel politique, par le personnel médiatique ou bien par le commun des mortels. Il y a tout un monde, puisqu'on n'a pas tout, à chaque fois tout le livret méthodologique pour comprendre les résultats des sondages, pour faire un commentaire qui soit suffisamment factuel et neutre des sondages. Et bien souvent, on en arrive à un glissement où on parle moins à force de faire des commentaires et de répondre à des commentaires et des commentaires de commentaires, on en arrive moins à avoir une photographie de l'opinion à un instant donné que plutôt une espèce de prophétie autoréalisatrice du résultat du scrutin dans un certain nombre de temps. Et c'est là en fait tout le sel, comme je disais, de la commission, puisque c'est pour le coup la raison pour laquelle la France Insoumise a fait appel de son droit de tirage pour mettre en place cette commission d'enquête, puisque la France Insoumise considère qu'il y a une manipulation des sondages qui sont sortis et qui décrédibilisent certaines parties de l'échiquier politique à l'avantage d'autres parties de l'échiquier politique, et que donc, à force de récupération, les données des sondages ne sont plus factuelles. Telle est la raison pour laquelle la France Insoumise a mis en place cette commission d'enquête. Et vous voyez que du coup, forcément, le président de la commission, qui est d'un autre bord politique, ne tient pas ce discours-là et donc appelle à de la prudence sur tout ce qui peut être dit vis-à-vis des sondages. Les médias audiovisuels, pluralisme réel et responsabilité éditoriale. Le rôle des médias audiovisuels dans la formation de l'opinion politique reste central, en particulier à l'approche des scrutins. Malgré l'essor des réseaux sociaux et des nouveaux formats numériques, la télévision demeure l'un des premiers vecteurs d'exposition aux débats électoraux. Ah tiens, c'est intéressant, je ne savais pas. Ah, j'aurais cru que c'était plus le cas, donc c'est toujours le cas. Dans ce cadre, la régulation assurée par l'Arcom garantit un certain équilibre. Temps de parole comptabilisé, traitement équitable des candidats, contrôle des formats et des conditions d'accès. Ce cadre fonctionne. Aucun manquement systémique n'a été relevé. Le pluralisme politique, en tant que tel, est respecté. Donc selon le président de la commission d'enquête, chaque parti a bel et bien respecté sur les périodes électorales le temps de parole qui lui était dévolu, et surtout les chaînes de l'audiovisuel ont respecté les consignes pour accorder un temps de parole qui soit représentatif de la place qu'occupe un parti politique dans l'opinion publique. Donc il n'y a pas eu de manquement constitutionnel et toutes les idées se retrouvent proportionnellement à la place des partis correspondants, selon le président. Cela ne signifie pas pour autant que les enjeux soient épuisés. La structure même du débat télévisé a évolué. La montée en puissance des chaînes d'information en continu a modifié le rythme et la nature des échanges. Le traitement éditorial, la composition des plateaux, la scénarisation des confrontations peuvent parfois reléguer l'analyse au second plan. Les formats resserrés, les effets de polarisation ou les stratégies de provocation peuvent conduire à une mise en scène plus qu'à une mise en perspective. Cette évolution appelle une forme de responsabilité partagée qui ne relève pas seulement du régulateur. Et là, le président de la commission nous dit que, quand bien même la télé reste le principal vecteur d'information politique, eh bien, si la forme reste... si la forme du média reste la même, le fond a changé, puisque de fait, dernièrement, on est moins sur de l'analyse électorale et de l'expression politique que plus
sur de la scénarisation, des confrontations et des provocations qui mettent donc, comme le dit le rapporteur, hein, qui en arrivent à une mise en scène plus qu'un véritable débat factuel et apaisé. Et c'est la façon dont on consomme notre contenu politique qui en est à l'origine. En effet, aujourd'hui, avec notamment toute la question des algorithmes, et là c'est moi qui parle, hein, c'est pas le président de la commission, avec tout ce qui est algorithmes, plateformes, réseaux sociaux, eh bien on vise des extraits de plus en plus courts, souvent sortis de leur contexte, qui cherchent les paroles chocs, les propos provocateurs, et on s'éloigne de plus en plus des éléments programmatiques dits par les candidats, les partis, qui normalement devraient, eux, être au centre du débat. Ils sont de plus en plus relégués au second plan, là où ce sont véritablement les paroles chocs et les provocations qui sont en train de façonner une nouvelle sociologie électorale. C'est mon point de vue sur la question, pour le coup. De nouveaux risques démocratiques, aujourd'hui mal couverts par le droit. Si l'organisation des scrutins demeure solide, les travaux de la Commission ont mis en évidence deux vulnérabilités majeures qui ne relèvent pas du droit électoral classique, mais qui peuvent affecter en profondeur l'insincérité du débat démocratique. Les ingérences étrangères et le financement parapolitique. Ces phénomènes, bien que différents dans leurs modalités, ont en commun de contourner les règles existantes, tout en pesant sur les conditions du vote. Ils appellent à une réponse institutionnelle adaptée, fondée sur la transparence, la vigilance et un encadrement juridique renforcé. Donc, les menaces sont exogènes, elles sont extérieures au système. J'arrive. Les ingérences étrangères, une menace bien réelle. Depuis plusieurs années, la question des ingérences étrangères s'est imposée comme un sujet de sécurité démocratique. Ces actions hostiles, souvent discrètes, rarement revendiquées, ne visent pas à prendre le contrôle d'un scrutin, mais à en affaiblir la légitimité. Elles s'appuient sur les réseaux sociaux, les médias alternatifs, les failles de circulation de l'information. Elles exploitent les tensions internes, les controverses mémorielles, les fractures culturelles. Leur finalité n'est pas d'imposer une vérité, mais de produire de la confusion. Le précédent le plus marquant reste celui de la Roumanie, où une opération de désinformation conduite sur la plateforme TikTok a contribué à l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle en 2024. Cette intervention a pris la forme d'une amplification massive de contenus mensongers, jouant sur des thématiques sensibles, jusqu'à semer un doute généralisé dans le processus électoral lui-même. Ce cas n'est ni anecdotique, ni isolé. Il montre que des campagnes coordonnées, si elles ne sont pas contenues à temps, peuvent produire un effet institutionnel majeur. Il démontre aussi que l'infrastructure informationnelle du débat public est devenue une cible stratégique à part entière. Alors, je vous avoue que moi, j'ai pas trop de connaissances de ça, de cette histoire de TikTok, d'autant plus parce que j'ai pas de TikTok. Mais voilà, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé en Roumanie, voilà, l'annulation du premier tour de la présidentielle sur fond d'ingérence. Mais moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui permet de dire que telle information est une ingérence et que telle autre ne l'est pas? Je me méfie toujours parce qu'il y aura toujours des gens qui se targueront de représenter la vérité absolue, la sainte bonne parole qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. Et dès lors, dès que vous pensez que vous avez une pensée contraire à eux, eh bien, vous n'avez pas le droit à l'expression, vous êtes qualifié voilà, d'ingérence, de complotiste, etc. Donc moi, j'invite toujours à rester prudent vis-à-vis des qualifications des gens, voilà, et de vous intéresser sur véritablement qui est-ce qui dit qui est coupable d'ingérence ou pas. C'est toujours intéressant à garder en tête. Moi, pour ma part, j'essaye toujours de me cantonner aux faits. Si on retrouve un discours qui est sourcé, qui est factuel et qui repose véritablement sur des choses qui se sont déroulées ou qui se déroulent actuellement, je vois mal comment on peut qualifier quelqu'un
de commettre des ingérences. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu, je plisse toujours un petit peu des yeux, parce que c'est toujours facile de diaboliser l'autre en l'accusant d'ingérence, euh, alors que on pourrait balayer devant sa porte. Voilà. Des signaux préoccupants ont également été identifiés en France, mais je manque d'eau à mon moulin hein, là-dessus. Euh, je me renseignerai là-dessus sur la question, parce que je me dis, cette histoire d'ingérence, notamment sur TikTok et tout, je ne sais pas dans quelle mesure, quels propos ont été signalés, en l'occurrence, pour conduire à l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui précisément a été considéré comme du contenu d'ingérence étrangère? Voilà, je me renseignerai, puisque là, ça mérite de creuser le sujet. L'exemple de la campagne des Mains Rouges apposée sur le mémorial de la Shoah illustre cette dynamique. Une opération de nature symbolique, relayée puis amplifiée artificiellement sur les réseaux sociaux, a provoqué un emballement médiatique et politique. Si elle n'avait pas été identifiée rapidement comme une tentative de manipulation, elle aurait pu nourrir une fracture civique autour d'un sujet particulièrement sensible. Ce type d'épisode montre que la frontière entre ingérence extérieure et instrumentalisation politique peut se brouiller, rendant d'autant plus difficile la réponse publique. Les plateformes ont amorcé un dialogue avec les autorités françaises, certaines ayant mis en place des cellules de vigilance ou des systèmes de signalement accélérés en période électorale. Mais cette coopération repose encore largement sur une base volontaire. L'entrée en vigueur du Digital Service Act constitue une avancée importante en renforçant les obligations de transparence et de réactivité qui s'imposent aux plateformes. Mais ces effets concrets doivent encore se déployer. La réalité demeure que la puissance publique ne dispose pas, à ce stade, d'un accès direct aux données permettant de documenter, qualifier et contrer effectivement une opération d'influence étrangère en temps réel. Les auditions ont montré que les parlementaires eux-mêmes n'ont qu'une capacité limitée à exercer leur contrôle sur ces enjeux. Donc ça c'est intéressant, parce que du coup la commission met bien en lumière le fait que en fait à chaque fois on ne peut avoir que des soupçons, et que en fait c'est toujours a posteriori qu'on peut qualifier une opération d'ingérence, puisque sur le temps présent, eh bien, on est complètement démuni, on n'a pas les moyens institutionnels pour pouvoir dire attention, on a une tentative d'ingérence, on a les sources qui nous permettent de dire que ça l'est, donc branle-bas de combat, répliquons et remettons l'église au centre du village, si je puis dire. Donc voilà, on est véritablement en aveugle là-dessus, et c'est très inquiétant, d'autant plus que ça va véritablement se multiplier, ces tentatives d'ingérence, qu'elles soient véridiques ou non, hein, bien sûr, hein, que ce soit de vraies atteintes à l'expression du scrutin, ou bien une instrumentalisation politique, justement, pour dire qu'un camp manipule le débat politique, faute d'avoir des véritables arguments. Donc voilà, dans tous les deux cas, enfin dans les deux cas, on manque des outils qui permettent de qualifier ça en temps réel. Et donc ça touche autant les ministères que les parlementaires. Et ça c'est intéressant, puisque véritablement, ça montre qu'on est en aveugle. La réponse institutionnelle doit être renforcée. Le service de vigilance et de projection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum, a marqué une étape structurante, mais ces moyens restent modestes face à l'ampleur de la tâche. La lutte contre les ingérences ne peut être cantonnée à une mission de veille. Elle suppose une stratégie articulée, meilleure coordination entre les administrations, capacité d'alerte rapide, exigence de transparence renforcée à l'égard des plateformes, montée en puissance de l'expertise publique sur les campagnes informationnelles. Bref, il faut investir pour se doter de nouveaux moyens. Elle suppose aussi une sensibilisation des citoyens eux-mêmes afin de renforcer leur résilience face aux tentatives de manipulation. Il ne s'agit pas de transformer chaque débat sensible en objet de suspicion, il s'agit de garantir que le cadre du débat démocratique, lui, ne soit pas affaibli à bas bruit par des puissances qui n'en partagent ni les règles, ni les principes. Donc là, on est clairement sur un sujet sensible, hein, les ingérences étrangères, parce que
Comme on est en aveugle, comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir en temps réel si c'est une ingérence ou pas, et on ne peut pas savoir si c'est vraiment une ingérence, ou bien simplement une tentative de diffamation et de calomnie. Le financement de la vie parapolitique, une question en suspens. Parmi les sujets abordés par la commission d'enquête, celui du financement de la vie politique a fait apparaître des tensions croissantes entre les principes consacrés par le droit, transparence, égalité et traçabilité, et des pratiques nouvelles, plus diffuses, qui contournent, sans toujours violer, les règles en vigueur. L'analyse des campagnes européennes et législatives de 2024 a mis en évidence plusieurs limites. Disparité croissante d'accès aux ressources, complexité du circuit des prêts intrapartisans, multiplication des soutiens indirects via les relais médiatiques, des influenceurs ou des structures parapolitiques. La commission a également souhaité se pencher, à la demande du rapporteur, sur un cas spécifique rendu public par voie de presse à l'été 2024, celui du programme Périclès, financé par Pierre-Édouard Stérin. Ce programme, structuré autour d'un acronyme revendiquant des marqueurs idéologiques clairs, associe un objectif assumé de victoire électorale à une stratégie de long terme. Sélection de candidats, mise à disposition d'outils technologiques, renforcement de la présence dans les médias, formation de cadres, préparation de contentieux ciblés. Le tout adossé à une projection budgétaire de 150 millions d'euros sur 10 ans. Périclès, c'est un acronyme, ça veut dire, alors je sais plus, patriote, enraciné, je sais plus. Bref, c'est un espèce de gloubi-boulga de droite radicale bien comme il faut, dont d'ailleurs le programme est de faire gagner l'extrême droite aux prochaines élections à coût de 150 millions d'euros, ce qui est contraire au principe du droit électoral, puisque les dépenses dans le cadre des élections sont plafonnées. Tous les partis ne peuvent pas faire tourner la planche à billets. C'est pas comme aux États-Unis où il n'y a aucune limite de financement. Chaque élection et même chaque tour d'une élection prévoit une enveloppe budgétaire très précise qu'il ne faut pas dépasser, au risque de ruiner la sincérité du scrutin et d'avoir des affaires politiques, comme ça s'est déjà produit, et comme d'ailleurs je crois qu'il y a encore des affaires qui sont en train d'être jugées en ce moment-là. Mais voilà, il y a une véritable question de la transparence de la répartition d'argent public. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout financer avec des moyens illimités en France. Voilà, c'est plafonné, c'est réglementé. Ces éléments, partiellement confirmés lors de l'audition du directeur de Périclès, n'ont pu être pleinement confrontés. Monsieur Stérin, sollicité à de nombreuses reprises, a refusé de comparaître devant la commission. Ce refus, malgré les garanties apportées sur sa sécurité et la possibilité d'une audition en présentiel dans des conditions apaisées, constitue une entrave manifeste à l'établissement des faits. C'est pourquoi j'ai pris la décision de saisir la procureure de la République de Paris. Ah bah c'est intéressant parce que du coup j'avais pas eu les suites de l'affaire, puisque Pierre-Édouard Stérin, je vous ai dit tout à l'heure, quand on est convoqué à une commission d'enquête, on n'a pas le droit de refuser. Je sais plus c'est quoi la peine encourue. Je sais que c'est 2 ans d'emprisonnement. Et alors je sais plus si c'est 7500 ou 75 000 euros d'amende. Et voilà, Pierre-Édouard Stérin ne s'est pas rendu à la commission et au final en présentiel l'a fait par voie dématérialisée en visioconférence, voilà, et a posé un lapin par 2 fois à l'Assemblée nationale, prétextant un problème de sécurité personnelle, voilà, alors que le ministère de l'Intérieur avait bien expliqué qu'il n'y aurait aucun danger pour lui. Et donc du coup, la procureure de la République a été saisie. Je regarderai quand même quelles sont les suites à donner, puisque j'en ai entendu aucun écho, et j'aimerais bien savoir ce qu'il est advenu. La poursuite des travaux est indispensable pour apprécier si notre droit est adapté aujourd'hui à l'émergence d'acteurs nouveaux, à côté des partis politiques, dont l'activité est très encadrée, et à la frontière entre influence et action politique. La commission n'a pas pu aller au bout de ce travail. Des auditions essentielles ont manqué, des zones d'ombre subsistent
Il reviendra au législateur de poursuivre cette réflexion. Donc là, c'est intéressant parce que le président de la commission d'enquête met en lumière que si le système électoral et que les partis politiques sont dans les clous, et allez, grosso modo, le système audiovisuel est dans les clous, eh bien, il y a tout un nouveau système parallèle qui a émergé aujourd'hui, notamment grâce aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, etc., qui fait que toute cette construction qui a été ancrée sur une base solide est en train de vaciller petit à petit et qu'il faut apporter des réponses, des préconisations, des recommandations si on ne veut pas se laisser déborder, peu importe les problèmes qu'ils soient. Voilà. Et c'est intéressant de dire que voilà, même le président reconnaît que, faute de temps, il n'y a pas eu suffisamment d'auditions et de personnes interrogées pour pouvoir aller au bout et véritablement épuiser le sujet. Donc on aura peut-être une seconde commission d'enquête sur l'organisation des élections pour poursuivre le travail. En tout cas, c'est ce qu'explique le président, chargé donné aux législateurs, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs, de voir quelle suite ils donnent à cette commission, de savoir s'ils en refont une nouvelle, s'ils mettent en application les recommandations qui en sont sorties ou pas. Voilà. On est à la conclusion, alors non pas du rapport, hein, non, ça ne fait que commencer, mais la conclusion du mot du président. Les travaux de la commission ont permis de conforter la solidité de notre système électoral. Les institutions tiennent, les procédures sont fiables et les résultats acceptés. Ce socle fonctionne. J'ai envie de faire une blague sur le socle commun. Ah là là. Mes 2 points de vigilance appellent à poursuivre l'effort. D'une part, l'influence croissante des réseaux sociaux et les risques d'ingérence étrangère. D'autre part, l'émergence de nouvelles formes d'action politique. Je tiens par ailleurs à exprimer ma réserve sur l'inclusion, dans les constats et recommandations du rapporteur, de propositions qui n'ont pas été abordées lors de nos auditions. Qu'il s'agisse du vote obligatoire, du droit de vote à 16 ans, du vote des étrangers ou encore de la mise en place d'une 6e République. Ces sujets peuvent mériter un débat, mais ils ne sauraient apparaître ici comme le prolongement naturel de nos travaux. Et voyez, c'est pour ça que je vous dis que les rapports parlementaires sont écrits de sorte à ce qu'on voit le point de vue de chacune des personnes, puisque là, le président explique qu'il y a des recommandations dans le rapport, en l'occurrence 3, qui sont issus du rapporteur, mais qui ne sont absolument pas partagés par l'ensemble des membres de la commission d'enquête. Et que donc, ces 3 préconisations n'engagent que le rapporteur en lui-même. Ils ont leurs divergences, ils n'ont pas les mêmes recommandations et les préconisations apportées, mais néanmoins, ils ont fait un travail ensemble sur ce sujet. Et donc, voilà, ils livrent chacun leur conclusion. Donc là, forcément, vu que du coup le rapport, toutes les propositions ne sont pas signées par l'ensemble des membres de la commission, on va avoir une section où on va avoir les propositions du président. C'est-à-dire, en tant que président de la commission, après avoir pendant 6 mois auditionné les acteurs du monde électoral, qu'est-ce que lui, à titre individuel, préconise pour renforcer le système électoral ? Premièrement, encadrer les radiations pour perte d'attache communale en fixant un délai minimal avant un scrutin et en garantissant une information claire et traçable aux électeurs concernés. Deuxièmement, enrichir le répertoire électoral unique en y intégrant les coordonnées numériques, email et téléphone, afin de faciliter l'information des électeurs et, à terme, la dématérialisation de la propagande électorale si l'électeur le souhaite. Ah, c'est intéressant ça comme préconisation. Je ne l'avais pas vu venir, mais c'est vrai que du coup, ça ouvrirait une nouvelle porte, ouais. Troisièmement, lever le moratoire sur les machines à voter en autorisant les communes qui le souhaitent à les utiliser, sous réserve d'un encadrement technique rigoureux et actualisé. Quatrièmement, refuser le vote électronique à distance à l'échelle nationale en raison des risques accrus de contestation du scrutin et de l'impossibilité d'un recomptage. Ah oui, donc véritablement, le président de la commission est contre le vote électronique. Ok. Parce que moi, j'avais cru comprendre dans ses propositions que, bon, ça allait venir, mais qu'il faut encadrer ça, voilà, pour bien que ça se passe. Cinquièmement,
renforcer la réponse institutionnelle face aux ingérences étrangères en augmentant les moyens de Viginium, en améliorant la coordination entre les services de l'État et en exigeant davantage de transparence dans les plateformes numériques. Poursuivre les travaux parlementaires sur le financement parapolitique afin d'évaluer s'il convient de faire évoluer le droit face à l'émergence de nouveaux acteurs politiques structurés hors des partis. Ah donc véritablement, donc ça c'est sa préconisation personnelle, il veut une commission sur les élections numéro 2. Donc lui, il veut remettre une pièce dans la machine. Attendez, parce que je reçois des messages. Le téléphone, c'est une centrale d'appel. Donc ça, c'était le mot du président. Maintenant, on va passer sur les constats et les recommandations du rapporteur. On commence par un petit propos introductif avec une citation. C'est toujours bien de commencer par une citation, c'est un petit peu comme en philosophie. Depuis l'aube de l'humanité, là c'est un peu pareil. C'est toujours classe de mettre une petite citation. Donc, Antoine Léaumont cite « La loi est-elle l'expression de la volonté générale lorsque le plus grand nombre de ceux pour qui elle est faite ne peut concourir à sa formation ? Non. » Fin de citation. Je le sentais venir. Ah, je le sentais venir. Dans son discours du 25 janvier 1790, Maximilien Robespierre, allez regarder le réacte pédagogique d'ailleurs, on en parle, s'oppose par ces mots au suffrage censitaire qui permettait aux seuls citoyens les plus riches de voter aux élections et d'être eux-mêmes élus. Pourtant déjà, en 1789, la Déclaration du droit de l'homme et du citoyen affirmait à son article 3 que, je cite, que Antoine Léaumont cite, « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui en émane expressément. » Fin de citation. On ne peut d'ailleurs comprendre pleinement cet article sans le mettre en lien avec le tout premier qui dispose que, il cite, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Fin de citation. 235 ans plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait toujours partie de nos droits fondamentaux après avoir été inscrite dans notre bloc de constitutionnalité. Mais en a-t-on vraiment fini avec le suffrage censitaire quand on sait que 10 millions de nos compatriotes sont concernés par des problèmes d'inscription sur les listes électorales, qu'ils soient non inscrits, 2,9 millions de personnes, ou mal inscrits, 7,7 millions de personnes? En a-t-on vraiment fini avec le suffrage censitaire quand on constate les niveaux importants d'abstention aux élections dans notre pays? Ce qui est quand même assez majeur. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes mal inscrites, mais véritablement la commission met ça en lumière. Antoine Léaumont, en l'occurrence, 10 millions de personnes mal inscrites. Je crois qu'on est à peu près un peu plus de 50 millions d'électeurs. Il y aurait possiblement un peu moins de 20% du corps électoral qui serait mal ou pas inscrit et qui donc n'aurait pas en tant que tel la possibilité de voter. C'est quand même énorme. Ça mérite au moins qu'on s'y intéresse. Et au passage, on note la balle perdue sur le taux d'abstention qui montre bien que selon Antoine Léaumont, on aurait véritablement affaire à une logique de scrutin de classe sociale où ce serait uniquement certaines catégories de population qui se rendraient aux urnes et que donc de fait on ne serait pas tous égaux grâce au vote. C'est le constat d'Antoine Léaumont. J'ai l'impression que cette introduction c'est un petit peu sa tribune. C'est pour répondre d'abord à cette question majeure que le groupe parlementaire de la France Insoumise a fait le choix de recourir à son droit de tirage pour créer une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. L'enjeu est de taille. Dans le système représentatif qui est le nôtre, où les citoyens délèguent par leur vote leur pouvoir de décision à des élus qui sont censés être leurs représentants, comment s'assurer de la bonne représentativité de ces élus si les électeurs ne se rendent pas aux urnes ou, pire, en sont empêchés alors même qu'ils souhaitaient participer aux élections. Comment garantir cette représentativité si des dysfonctionnements plus ou moins graves mettent en doute la sincérité du scrutin, qu'il s'agisse de problèmes matériels, comme l'accès au bureau de vote, ou les tentatives de triche aux élections? Ah oui, carrément.
ou de problèmes liés à l'information honnête des électeurs, au moment où des tentatives d'ingérence étrangère et financière, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, ou encore les effets médiatiques et politiques des sondages peuvent constituer autant de sources de biais informationnels ou de manipulation pure et simple. Il y va à charge, hein. Antoine a identifié ses ennemis et il va charger. Le droit de vote est un droit bien particulier dans notre pays. En République française, et ce depuis ses origines en 1792, l'identité nationale est attachée à la citoyenneté. Ainsi, la Constitution du 24 juin 1793, c'est-à-dire celle de la Première République et de sa Convention nationale, ne différenciait pas nationalité et citoyenneté comme on le fait aujourd'hui. Et, depuis lors, être français n'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni une origine, ni un genre, ni une orientation sexuelle, ni même une langue. C'est bien sûr d'abord être républicain, c'est-à-dire être attaché aux valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais c'est aussi, très concrètement, être citoyen et pouvoir voter à toutes les élections. Ce qui nous fonde comme matériellement égaux, c'est notre droit de vote. Dans l'isoloir, riche ou pauvre, homme ou femme, grand ou petit, valide ou en situation de handicap, quelle que soit notre religion ou absence de religion, une personne égale une voix. Nous sommes égaux dans notre capacité à faire la loi et dès lors dans notre devoir de la respecter. Donc là, on est plus dans le constat des origines républicaines du scrutin. Et vous voyez que du coup, le président de la commission a son propre constat, le rapporteur a lui aussi son propre constat. Et venant d'Antoine Léaumont, ça ne m'étonne absolument pas de revenir au fondement de la Première République et même de citer Robespierre, puisque ce sont des valeurs très fortes qui caractérisent Antoine Léaumont et une partie du groupe de la France Insoumise. Mais le vote est aussi un moment collectif, un rituel d'autodéfinition où le peuple exprime ce qu'il est en exprimant ce qu'il veut. Allez, sympa. J'aime bien cette phrase. Les élections, hors partielles, sont ainsi toujours convoquées nationalement, même quand elles concernent des scrutins locaux. Tout le monde est appelé aux urnes en même temps, le même jour, et les élections participent ainsi d'une définition de ce que nous sommes politiquement comme peuple. Du moins, à la condition que tout le peuple s'exprime effectivement ou soit en capacité matérielle de le faire. Ça aussi, c'est encore une particularité française. Toutes nos élections, peu importe les élections, qu'elles soient locales ou nationales, elles ont lieu toutes en même temps. Ce qui est intéressant à noter, puisque c'est pas le cas dans les autres pays. Ça peut sembler, encore une fois, très normal à nos yeux, mais faut pas oublier que tous les pays ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des pays où toutes les municipales ne sont pas organisées le même jour. Toutes les départementales, équivalent départemental, équivalent régional, ne sont pas organisées le même jour, et donc il y a des scrutins tout au long de l'année, mais qui ne convoquent pas les mêmes électeurs. Nous, à partir du moment où un scrutin est convoqué, c'est tous les électeurs de la France, et je parle non seulement de la France métropolitaine, mais aussi de la France des DROM-COM, qui sont convoqués sur leur fuseau horaire respectif pour mettre leur bulletin dans l'urne. Et c'est pour moi, et je pense que c'est ce que veut dire aussi un petit peu Antoine Léaumont, mais c'est véritablement quelque chose qui fait de l'élection un facteur de société. Du fait qu'on soit tous invités à se rendre aux urnes en même temps, le même jour, pour la même élection, quand bien même on vote pour des candidats différents si ce sont des scrutins locaux, eh bien, il y a quand même un espèce de ciment de citoyenneté par le fait qu'on soit tous appelés aux urnes le même jour. En tout cas, moi, je trouve que on se sent français par le fait que on vote tous à nos élections le même jour. Mis à part les élections partielles, qui sont des cas spécifiques. Aussi, dans une société qui se veut pleinement démocratique, nous devons donc nous donner collectivement pour objectif que l'ensemble du peuple participe aux élections et soit réellement représenté. Or, aujourd'hui en France, la grande gagnante des élections reste toujours l'abstention.
Ainsi, en 2024, lors du premier tour des élections législatives anticipées, ce sont 16,4 millions de personnes inscrites sur les listes électorales qui ne sont pas allées voter. Cela représente plus d'une fois et demie le nombre de voix obtenues par le Rassemblement national, 9,4 millions, ou le Nouveau Front populaire, 9 millions. Et ce chiffre ne tient d'ailleurs pas compte des personnes qui n'ont pas pu voter du tout, parce qu'elles n'étaient pas inscrites sur les listes électorales. Donc on rajoute en plus 2,7 millions, si je me souviens bien. Au problème de l'abstention s'ajoute celui de la non-inscription sur les listes électorales. Les données de l'INSEE sont alarmantes à cet égard. 2,9 millions, de citoyens sont concernés par ce problème. Ce chiffre colossal représente plus du double de voix obtenues par le parti Les Républicains aux élections législatives de 2024. Par ailleurs, l'abstention elle-même peut être nourrie par le phénomène de malinscription, qui représente un phénomène encore plus conséquent, puisqu'elle concerne 7,7 millions de personnes. La malinscription désigne aussi l'ensemble des citoyens qui, bien qu'inscrits sur les listes électorales, le sont à une adresse différente de celle de leur domicile. Les raisons sont multiples. Défaillance administrative, réinscription non effectuée après un changement d'adresse, lieu d'études différent du lieu d'inscription, pour ne citer que ces exemples. En tout état de cause, et devant tant d'anomalies, votre rapporteur ne peut que rejoindre Céline Braconnier et Jean-Yves Dormaguen, spécialistes de l'abstention, lorsqu'ils affirment. Ils citent « Le système électoral français, l'un des plus contraignants au monde, aggrave les inégalités de participation. » Ah bah il a pas clôturé la citation. Ah si, elle continue. Ok. Pardon. La procédure d'inscription sur les listes constitue en effet un puissant facteur d'auto-exclusion. Elle nécessite une démarche spécifique, dont seuls sont exemptés les jeunes de 18 ans. Ah oui, d'accord. Alors que dans la plupart des démocraties, elle est automatique. Il faut la renouveler après chaque déménagement, s'inscrire l'année précédant le scrutin, etc. Tout cela pénalise les populations les plus mobiles et génère un phénomène de malinscription. Fin de citation. Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où vous faites votre déménagement, c'est vrai que ce serait intéressant pour le coup. Je ne sais pas si c'est une recommandation du rapport, on le découvrira plus tard. Mais ce serait intéressant que du coup, il y ait une procédure informatique qui vous permette automatiquement d'être rajouté sur la liste électorale. Oh merde, pardon. Excusez-moi, je fais tomber mes affaires. Sur la liste électorale de la ville où vous emménagez pour d'une part, ne pas avoir à y penser et surtout éviter d'oublier. Comme ça, c'est automatique et vous savez où est-ce que vous votez pour la prochaine élection. Bref, ce serait classique parce que vous avez forcément des démarches à faire auprès de l'état civil de la ville où vous emménagez. Donc, autant faire d'une pierre deux coups finalement. Or, faut-il rappeler... Non, il faut rappeler... Oh là là, que l'abstention, au même titre que les problèmes de malinscription ou de radiation, sont socialement situés. Comme bien d'autres domaines, ce sont les plus jeunes et les plus pauvres de notre pays qui en pâtissent. Le constat est donc simple. Par des phénomènes matériels cumulés et parfaitement identifiés, la jeunesse et les personnes issues des classes populaires sont laissées à l'écart du pouvoir démocratique que constitue le vote. C'est donc bien là une nouvelle forme de suffrage censitaire qui ne dit pas son nom, ou d'un sens caché, pour reprendre les mots du professeur de sciences politiques Daniel Gaxi. Là, c'est intéressant puisque Antoine Léaumont, j'ai envie de dire, il met les pieds dans le plat. Voilà, il qualifie directement son ennemi et il n'hésite pas à dire que ce phénomène-là est orchestré, il est mis en place et entretenu et que donc, de fait, ça organise une véritable lecture sociale de l'abstention et que pour lui, on cherche à exclure les jeunes et les plus pauvres du vote pour transformer une véritable représentation du vote. En tout cas, c'est les propos d'Antoine Léaumont. Pour altérer surtout les résultats du vote. Voilà. C'est donc pour trouver des moyens matériels d'en finir avec ce suffrage censitaire évitable que les insoumis ont décidé d'utiliser leur droit de tirage et pour déclencher une commission d'enquête sur les élections.
Devant cette situation soulevant de réelles questions démocratiques, les pouvoirs en place n'ont pas jugé opportun de mettre en œuvre les campagnes massives d'inscription sur les listes électorales, ni de travailler à la mise en place d'un mode d'inscription automatique sur les listes électorales comme cela existe dans la plupart des pays. Tout se passe comme si cette situation de non-inscription, de mal-inscription et d'abstention massive n'était pas considérée comme un enjeu majeur par les pouvoirs politiques qui se sont succédés à la tête de l'État. Pas plus que ne semblent l'être les radiations massives dites pour perte d'attachement communal, 500 000 depuis 2022, qui conduisent à la désinscription pure et simple de nos compatriotes sur les listes électorales, les privant parfois du droit fondamental de voter, comme on le verra avec le cas d'Evry-Courcouronnes étudié dans ce rapport. Ah ouais, ils font des études de cas et tout. Ah ouais, disons que c'est pratique. En même temps, oui, ils ont dû recevoir les élus d'Evry. À l'issue de 6 mois d'enquête, votre rapporteur dresse plusieurs grands constats. Ah oui, d'accord, donc là c'était l'introduction de l'introduction. Maintenant on passe à l'introduction des constats. D'abord, voilà. Il est nécessaire d'avancer vers un mécanisme automatique d'inscription sur les listes électorales pour atteindre l'objectif 100% d'inscrits, 0% de mal inscrits. Dans l'idée, sur le papier, ça me semble bien. Je pourrais même... je vous disais tout à l'heure, voilà, ce serait bien. Donc, sur le papier, moi, j'adhère à ce principe. Un tel objectif est atteignable à très court terme, à condition d'en faire un enjeu prioritaire, comme le souhaite votre rapporteur. Une telle mesure aurait aussi pour effet d'empêcher toute radiation abusive des listes électorales et de protéger le droit de suffrage de chaque citoyen. Qu'est-ce qu'il appelle une radiation abusive ? Je vois pas, parce que les mots ont un sens, hein, il ne faut pas l'oublier. Et on sent bien que Antoine Léaumont est remonté contre le système électoral en tant que tel. Voilà, on l'a entendu notamment vis-à-vis des propos du président. Mais je me demande qu'est-ce qu'il appelle radiation abusive des listes électorales. Je me pose vraiment la question. C'est pas du second degré, c'est pas une attaque en dessous de la ceinture. C'est une vraie question que je me pose. Qu'est-ce que lui définit comme radiation abusive ? Par ailleurs, et sans même mettre en place un tel mécanisme, il est d'ores et déjà possible de mobiliser des moyens multiples pour augmenter le nombre d'inscrits et faire baisser le nombre de mal inscrits, mais aussi augmenter l'information et la participation électorale. D'autre part, oui voilà, votre rapporteur, oh là, je commence déjà à galérer niveau de ma voix. Votre rapporteur propose ici des solutions pour faire face aux risques multiples qui pèsent sur les élections. Risques de triche qui ont toujours existé dans les élections, mais où des fragilités du droit conduisent à des points de faiblesse sur ce point, notamment sur la question des procurations. Donc carrément, Antoine Léaumont parle de risque de triche, là où au contraire le président de la commission disait que le système était fiable, tenait bon dans son organisation en tant que tel. Donc là, il y a véritablement deux points de vue complètement opposés sur la question. Risque de radiation massive des listes électorales, qui pourrait atteindre plus d'1 million de personnes entre 2 élections présidentielles, et dont la distribution est non seulement socialement située, mais aussi politiquement située, pénalisant en particulier la gauche dans les élections. Donc on comprend un petit peu le leitmotiv de la France insoumise, de pourquoi ils ont fait appel à leur droit de tirage. Ils considèrent que le système électoral les laisse dans leur expression politique et que de fait, ils n'ont pas la réelle représentativité politique si tous les électeurs allaient voter. En atteste le bilan social dont ils tirent du processus d'abstention. Risque de dysfonction... Oh là, c'est moi qui dysfonctionne. Risque de dysfonctionnement dans le vote électronique, en particulier pour les Français de l'étranger qui utilisent ce système. Risque de difficulté d'accès au bureau de vote, soit en raison de changements organisationnels, soit en raison du manque de volontaires pour tenir ces bureaux. Alors moi, j'ai toujours entendu dire que c'était toujours un petit peu tendu le fait d'avoir des volontaires pour tenir les bureaux de vote. Mais pour ma part, j'ai jamais eu ce cas-là de fermeture de bureau de vote et donc de transfert vers un autre bureau de vote parce que pas suffisamment de monde pour le tenir. Encore une fois, si vous,
une telle expérience vous est arrivée, n'hésitez pas à en parler dans le chat pour donner un petit peu votre expérience et votre ressenti. Ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu, puisque c'est pas parce que moi j'ai jamais eu ce problème-là qu'il n'existe pas. Justement, c'est le meilleur moyen de faire de la politique de l'autruche et donc de ne pas voir le problème en entier. Risque de défaillance de l'information électorale, qu'il s'agisse des problèmes associés à l'envoi de propagande, à la disponibilité de panneaux électoraux ou de difficultés pour toucher effectivement les citoyens avec cette information. Pareil, là encore une fois, j'ai toujours vu dans les différentes communes où j'ai habité euh, les panneaux avec les listes de candidats, etc. Alors, j'ai eu par contre le problème, l'information électorale où j'avais reçu... alors, c'était quelles élections? Je sais plus, mais il y a des élections où j'ai rien reçu, aucun bulletin de vote, aucune profession de foi, rien du tout. Et il y a une élection, et je sais plus laquelle c'est, où j'ai carrément reçu ça en retard. C'est-à-dire que l'élection a été passée il y a 5-6 jours, et puis d'un coup, dans ma boîte aux lettres, urgent au ministère de l'Intérieur, et puis là, je fais ah bah oui, mais c'est un peu trop tard. Mais n'empêche que voilà, quand bien même la lecture soit partisane, hein, puisque que c'est le rapporteur qui donne ses propres préconisations et ses propres constats, il y a quand même des risques, comme ont été signalés du côté du mot du président, des risques sur la sincérité du scrutin, et donc tous ces éléments expliqués, quand bien même ils sont peut-être marginaux en France, je ne sais pas, j'en ai pas la grandeur des risques évoqués ici, mais n'empêche que mis bout à bout, effectivement, on peut se demander si le vote est réellement sincère, si mis bout à bout, tous ces problèmes n'entravent pas la libre expression du vote. C'est toujours intéressant de se poser cette question-là, je trouve. Mais qui rate. Est-ce que je vais me retaper une allergie au pollen? J'espère pas. Risque de manipulation de l'information associée au débat politique, qu'il s'agisse de tentatives d'ingérence étrangère ou de manipulation interne à l'aide de réseaux sociaux et de fausses informations, mais aussi d'ingérence financière visant à orienter le débat public autour de thématiques bien précises. Donc ça, c'est semble-t-il un point sur lequel le président et le rapporteur semblent s'accorder sur le fait qu'il faut faire très attention et que ce sont les menaces qui guettent notre système électoral dans les années qui vont venir. Risque de rupture d'égalité du financement des campagnes entre les candidats à une élection par le contournement des lois sur le financement de la vie politique ou par les failles que peuvent comporter ces lois. C'est notamment pour ça qu'ils avaient convoqué Pierre-Édouard Stérin de Périclès, puisque du coup, avec 150 millions d'investissements sur 10 ans, il explose toutes les lois de financement de la vie politique. Et donc, on est sur un flou juridique qui doit être clarifié pour savoir s'il est véritablement en dehors du processus électoral ou si ça doit en faire partie. Encore une fois, là, c'est charge au législateur de clarifier la situation. Risque de détournement du sens des élections par la place prise par les outils de sondage dans le débat public et le manque de transparence qui entoure ces outils. Ah, c'est marrant. Ah non, il y a bien le détournement, voilà. Donc la France Insoumise qui, pour le coup, critique véritablement ce que j'expliquais tout à l'heure dans une sorte de propos liminaire, qui est de considérer que les sondages, quand ils sont mal interprétés, deviennent moins une photographie de l'opinion publique qu'une volonté de prophétie autoréalisatrice, de dire on a les résultats des élections un certain nombre de semaines et de mois en avance, voilà ce que ça donne, et donc d'interroger les candidats là-dessus, alors que c'est absolument pas comme ça que doivent être pris les sondages. Il faudra toujours le préciser. Ce dernier point, en particulier, a retenu l'attention de votre rapporteur, compte tenu de la place qu'il prenait dans la résolution tendant à la création de la commission d'enquête pour laquelle le groupe LFI a utilisé son droit de tirage. C'est pour ça qu'on parle de commission d'enquête sondage, en vulgarisation. Celle-ci indiquait en effet que l'un des objectifs de la commission d'enquête était d'éclairer les facteurs d'erreur dans les sondages et de proposer une réglementation de leur usage pour assurer la sincérité des scrutins. Pour répondre à cet objectif, il a donc fallu, d'abord, tenter de rompre avec l'opacité qui entoure les données associées à ces outils, et votre rapporteur a pu le faire partiellement en utilisant ses pouvoirs d'enquête sur pièce et sur place à la commission des sondages.
S'il a pu avoir accès à des données inédites, jamais publiées ni par les instituts, ni par les médias, ni par la commission des sondages, il a toutefois pu constater que même l'organe de contrôle de ces outils ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour faire un travail rigoureux. Donc là, encore une fois, un point de rupture entre le président de la commission et le rapporteur. Antoine Léaumont, lui, considère que la commission n'a pas tous les outils et que donc sa portée est de fait limitée et que son travail n'est pas plein et entier. De l'autre côté, le président de la commission qui dit que la commission des sondages est tout à fait dans son droit, respecte ses préconisations et qu'elle est dans son rôle. Donc encore une fois, une divergence de point de vue. Au terme des auditions menées par votre rapporteur, il apparaît sans conteste que les sondages et médias disposent d'une influence politique majeure sur la bonne tenue des élections. Les sondages jouent un rôle important, pour ne pas dire omniprésent, durant la période de campagne électorale. Ils créent des réalités, façonnent l'opinion et influent potentiellement sur les mécaniques de vote des électeurs. Et c'est ça l'argument principal de la France insoumise, c'est de dire que les sondages conditionnent le vote à venir pour les élections. Ils sont présentés dans les médias comme des données scientifiques dont on nous répète régulièrement qu'ils ne sont qu'une photographie, mais auxquelles les acteurs politiques, médiatiques et largement les citoyens confèrent un rôle de quasi-prophétie pour l'avenir. Cela est particulièrement problématique dans la mesure où les travaux produits n'ont pas de caractère scientifique, comme l'a reconnu le directeur de l'Institut de sondage IFOP en opinion, et que les limites de son dernier ne sont pas clairement exposées aux yeux de la population. Ah ouais ? Parce que pour le coup, j'avais suivi un stream d'un collègue qui fait de la politique qui m'avait expliqué, qui expliquait à son audience la différence entre les sondages d'intention de vote aux élections et les sondages d'opinion, sur lesquels les premiers étaient globalement précis et exprimaient bien des intentions probables de vote en prenant en compte un échantillon de vote qui se déclare aller voter à un instant T, et c'est toujours ça le problème, c'est que à plusieurs mois des élections, on n'a pas le même nombre de personnes qui sont prêtes à aller voter que le jour J. Et de l'autre côté, on avait l'expérience donc des sondages d'opinion où en fait il y avait pour le coup aucune méthode scientifique, que c'était des résultats au doigt mouillé, qu'on pouvait les interpréter n'importe comment. Je schématise, mais c'est globalement ce que j'en avais retenu. Donc pour ma part, moi j'avais toujours considéré que les sondages sur les intentions de vote, pas les sondages d'opinion, les sondages sur les intentions de vote étaient plutôt précis et qu'il y avait quand même une méthode qui permettait d'avoir un minimum, mais vraiment un minimum de fiabilité. Il semblerait que non, puisque du coup, Antoine Léaumont nous dit que le directeur d'IFOP, qui est un des instituts de sondage quand même, qui est quand même connu en France, nous dit que les sondages n'ont pas de caractère scientifique. Et là, je suis choqué premier degré, parce que pour moi, quand on cherche autant à avoir un échantillon représentatif, à faire émargir les degrés d'ajustement, et d'avoir une méthodologie avec tout un carnet qui est plus long que le résultat du sondage pour t'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont pondéré certains résultats, etc., j'avais l'impression qu'on était sur une méthode scientifique. C'est très intéressant, le fait qu'ils nous disent qu'il n'y ait pas de méthode scientifique, parce que ça veut dire qu'en fait, sur un institut de sondage, eh bien, la façon de faire les sondages peut changer d'une élection à une autre. Et même d'un instant à une autre. On peut s'appuyer sur des données différentes, on peut transformer les résultats d'une façon différente, puisqu'il n'y a pas de véritable méthode scientifique claire sur laquelle s'appuyer. Parce que si on avait une véritable méthode scientifique, eh bien là, pour le coup, on ne pourrait pas remettre en cause la factualité des sondages. Voilà. Or là, ça laisse entrevoir, et je ne peux pas m'empêcher de mettre à l'oral cette possibilité-là, puisqu'elle me vient à l'esprit, on ne peut pas fermer la porte au fait que prenons même une élection, allez, la présidentielle au pif, on ne peut pas fermer la porte à l'idée que les instituts de sondage s'appuient sur des méthodes différentes au fur et à mesure de l'évolution du scrutin. Alors qu'on pourrait se dire qu'ils ont leur méthode de fonctionnement, ils ont une méthode, ils l'appliquent, point barre. Eh bien, le directeur de l'IFOP nous dit que non. Et ça, c'est très suspicieux, pour le coup.
Or, les instituts de sondage peuvent commettre de très lourdes erreurs qui ne sont pas sans effet sur les choix électoraux. Ainsi, lors de la dernière campagne présidentielle de 2022, Valérie Pécresse, je peux pas m'en empêcher, a été surestimé en moyenne de 3 points, tandis que Jean-Luc Mélenchon a été sous-estimé en moyenne de 5 points. Par ailleurs, lors des élections législatives anticipées de 2024, les instituts de sondage donnaient le Rassemblement national vainqueur des élections. Il est pourtant arrivé au final en 3e position au 2e tour, tandis que le nouveau Front populaire a remporté les élections, ce qu'aucun sondage n'avait anticipé. Quelles auraient été les pratiques de vote si certains sondages avaient envisagé cette possibilité, particulièrement dans un contexte où l'abstention a encore été très forte? Nul ne le sait, et c'est précisément toute l'adresse argumentaire des instituts de sondage. Votre rapporteur a pu le constater en audition. Lorsqu'il trouve le bon résultat, il s'en félicite pour donner a posteriori un caractère scientifique et prédictif à leurs travaux. Intéressant. Mais lorsqu'ils se trompent, et lourdement, ils se servent de leurs erreurs pour dire que, in fine, ce sont les électeurs qui décident et que cela prouve qu'ils n'ont aucune influence sur les choix électoraux. Imparable sophisme. Et là, c'est intéressant parce que du coup, pour le coup, on retrouve bien ce double discours de dire que quand les sondages correspondent aux résultats des élections, c'est que c'est leur méthode qui a fonctionné, qu'ils avaient bien raison et que le résultat était prévisible. Or, quand ils se gourrent, finalement, voilà, on nous donne dans l'argumentaire que voilà, la population française a le dernier mot. J'ai envie de dire, et là, voilà, et je vais enfoncer une porte ouverte, mais si la population française a le dernier mot, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de sondages? On va dire que c'est une question que je pose comme ça à vous, chère audience. Pourquoi aurait-on besoin de sondages si, in fine, la population aurait le dernier mot, des aveux même des instituts de sondage? Je vous pose la question, charge à vous d'y répondre avec vos arguments. Je tiens quand même aussi à dire, ça vaut pour tous mes formats, mais voilà, je vous invite quand même à respecter les points de vue de chacune et chacun. On est sur des sujets où chacun a des points de vue différents et a le droit d'avoir des points de vue différents. Donc je vous prierai de respecter les positions des uns et des autres pour avoir un débat nourri et qui soit intéressant à suivre. Voilà. Votre rapporteur a donc cherché à éclairer ce point en détail. En traitant plus de 14 000 fichiers transmis par la commission des sondages, il a pu analyser les données agrégées de l'ensemble des instituts, en se concentrant particulièrement sur la présidentielle de 2022. Personne n'avait jamais été en capacité de réaliser un tel travail, en raison de l'opacité qui règne sur ces données, mais aussi du manque de moyens de la commission des sondages. Les résultats sont édifiants. Non seulement les instituts de sondage sont globalement incapables de constituer des échantillons réellement représentatifs de la population française, en particulier sur le plan politique, ça c'est... Waouh! Là, les bras m'en tombent. Un comble quand on essaie de déterminer des intentions de vote. Non seulement ils tendent à invisibiliser l'expression électorale future de ceux qui ne sont pas certains d'aller voter et qui pourtant le font in fine, mais il existe de surcroît des redressements qui tendent à aggraver et non à corriger les problèmes d'échantillons. Ce dernier point en particulier a pu être établi matériellement à partir de données, tant là encore très opaques, que votre rapporteur a pu recueillir. Donc là, Antoine Léaumont nous dit que avec les sources qu'il a, on peut arriver à la conclusion que les instituts de sondage n'ont aucune méthode scientifique, n'arrivent pas à constituer des échantillons représentatifs et que de fait, parce qu'ils ont des méthodes de redressement qui changent, eh bien, tendent à aggraver les résultats sur certains sondages et que donc de fait tout ça mis bout à bout font considérer pour Antoine Léaumont et pour la France Insoumise que l'expression du vote est manipulée par ces instituts de sondage. Aussi, et pour toutes ces raisons, votre rapporteur appelle à renforcer la transparence des données issues des instituts de sondage, mais aussi à améliorer l'information des citoyens sur le sujet. Dans cette seconde optique, votre rapporteur espère que ces travaux permettront au monde médiatique de prendre toute la mesure des enjeux associés au sondage et de tenir pleinement son rôle d'éclaireur du débat public afin d'améliorer, à l'avenir, la distance critique nécessaire des citoyens vis-à-vis des sondages électoraux, comme des sondages dits d'opinion.
Cela apparaît d'autant plus nécessaire que les travaux de notre commission d'enquête ont conduit à éclairer d'un jour nouveau les risques d'ingérence dans la vie politique, en mettant en lumière l'existence d'ingérences économiques ou financières aux côtés des ingérences étrangères. Si les ingérences étrangères sont connues, il ressort de nos travaux qu'elles constituent une menace réelle pour les prochaines élections, particulièrement compte tenu du fait que votre rapporteur a pu constater que les médias traditionnels peuvent s'en faire involontairement le relais. Attends, quoi ? Ah oui, d'accord, ok. Mais ce qui ressort sans doute encore davantage de notre commission d'enquête, c'est la place croissante prise par les ingérences financières dans la vie politique de notre pays. Si notre commission s'intéressait d'abord aux questions relatives au financement de la vie politique et aux enjeux associés, elle a peu à peu dirigé ses travaux vers le cas emblématique du projet Périclès, acronyme de patriotes enracinés résistants identitaires chrétiens libéraux européens souverainistes. Tout un programme. Ce projet, développé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, déploie des objectifs visant à obtenir une victoire idéologique, une victoire politique. Il évoque la possibilité de former au combat électoral des candidats, de faire la différence lors des élections, de construire une relation de confiance avec tous les leaders de la droite de demain, mais aussi de rendre nos idées majoritaires dès maintenant ou de décrédibiliser et attaquer les idées adverses. Ce projet n'a malheureusement pu être qu'effleuré dans notre commission. D'abord parce qu'il n'en constituait pas un objectif central et qu'il n'est venu qu'à l'issue de nos travaux. Ensuite, si le directeur général du projet Périclès s'est présenté en audition de notre commission, son initiateur, M. Stérin, a quant à lui utilisé toutes les méthodes dilatoires possibles pour éviter de se présenter devant nous avant la fin des travaux que nous menions. Votre rapporteur estime donc nécessaire de créer une commission d'enquête dédiée aux ingérences financières dans la vie politique et de ne pas limiter au seul projet Périclès. Là, c'est intéressant. Il y a peut-être un début de rapprochement avec le rapporteur, le président, qui voulait une nouvelle commission d'enquête sur le sujet de cette première commission d'enquête, donc de faire un bis repetita. Là, en l'occurrence, Antoine Léaumont lui propose d'en refaire une précisément sur les ingérences financières de la vie politique. Et donc, ils ont dans le viseur Périclès, mais pas seulement, puisqu'il pourrait y avoir d'autres projets qui ne sont pas encore connus à ce jour et qui représenteraient un risque d'insincérité de la vie politique en faisant peser dans la balance des financements de plus en plus importants. En effet, il apparaît nécessaire d'envisager ces ingérences financières au sens large et d'étudier celles qui viseraient à favoriser un camp politique, qu'il soit de droite ou de gauche, pour s'assurer que la vie démocratique et médiatique de notre pays elle-même ne devienne pas, elle aussi, petit à petit, la propriété des personnes les plus fortunées. Espérant que cette importante recommandation sera suivie par ses collègues députés, votre rapporteur tient ici à alerter une dernière fois ses concitoyens, mais aussi le monde médiatique, sur cette menace particulière qui pèse sur notre démocratie. Allez, voyez, Antoine Léaumont se livre à vous, chère audience. Il ouvre son cœur à vous qui écoutez cette lecture de rapport parlementaire. Il en appelle à vous. Oui, un enjeu civilisationnel est désormais posé à notre société. Certains semblent désormais prêts à ne reculer devant aucune méthode, même la manipulation de l'information, pour parvenir à leur fin. Leur objectif n'est à l'évidence plus de convaincre les citoyens, mais de les contraindre dans leurs choix électoraux. Et, plus encore que de nouvelles réglementations, qui seront peut-être néanmoins nécessaires, notre meilleur outil collectif pour se prémunir de cette nouvelle menace, comme celle des ingérences étrangères, est le développement de notre esprit critique. Face à ceux qui veulent manipuler l'information, le meilleur rempart sera toujours la possibilité de vérifier les sources, d'analyser leur origine et donc d'être en capacité matérielle de se faire sa propre opinion de manière libre et éclairée. Mais si votre rapporteur tenait ici à alerter ses lecteurs et ses auditeurs, coucou à vous, sur les risques qui pèsent sur les élections et les enjeux associés à l'information, il ne peut terminer cette introduction sans une note optimiste. Oh, ah bah c'est gentil, c'est très sympa. Car ce rapport n'est pas seulement une étude des problèmes posés, il contient aussi un grand nombre de propositions pour y remédier. Fort de ces 115 recommandations... Combien ?
Il propose des solutions concrètes et d'intérêt général pour répondre à chacun des enjeux, avec un objectif simple: protéger la démocratie contre ceux qui la menacent en permettant à tous les citoyens d'exercer leur souveraineté par leur vote de manière libre et éclairée. Ou, pour le dire autrement, avec l'objectif d'appliquer pour de bon le programme politique que contient la devise de notre République: liberté, égalité, fraternité. Vive la République et vive la France. Pardon, je ne peux pas m'en empêcher. Bref, voilà, nous avons fini l'introduction de ce rapport parlementaire qui nous aura quand même occupé 1h40. Donc là, on est véritablement, on vient d'entrer dans le bain, hein. On s'habitue à la température de l'eau et on se rend compte véritablement des divergences politiques entre le président et le rapporteur. Président qui considère que notre système électoral fonctionne très bien, mais qu'il faut faire attention aux risques de demain et que donc on a quelques préconisations à apporter. Et le rapporteur qui, lui, considère que le système électoral entretient une véritable ségrégation sociale et donc un scrutin censitaire par différents outils et différents principes de manipulation renforcés par les nouvelles technologies qui renforcent cette manipulation du scrutin, et que donc il est urgent de revoir en profondeur le système électoral pour en arriver à un véritable scrutin sincère et représentatif des opinions de la population. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie de lecture de ce rapport d'enquête. Vous voyez que déjà, rien qu'avec ça, on a énormément d'éléments sur lesquels commenter, discuter, argumenter, pour chacune et chacun donner son point de vue. Là, c'est simplement le propos liminaire de chacun. Après, on va rentrer véritablement dans le sujet. Après, le rapport fait 522 pages. Donc, je vais voir, moi, s'il n'y a pas des points particuliers sur lesquels on va se concentrer, notamment sur la méthodologie, parce que vous le voyez, ça va descendre très loin. Alors, forcément, on a des petites images, des documents. Mais voilà, c'est un véritable travail scientifique mené par la commission d'enquête. Je pense qu'on prendra quelques petits éléments, mais on voit bien le résultat du travail mené par la commission. Tout est sourcé. En plus, je vois plein de notes de bas de page là, du coin de l'œil. Passant rapidement. Et donc, on va avoir aussi les annexes et aussi les 115 recommandations de la commission. Bref, voilà, tout ça va nous occuper pour encore un moment. Voilà, donc c'était la première partie de ce rapport d'enquête. Oui, c'est ça, de ce rapport d'enquête. J'espère que YouTube, il t'aura plu. Si tu veux voir la suite, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner pour pouvoir être informé de la publication de la suite de cette lecture. Je verrai, moi, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre digeste tout le cœur du contenu, puisque là, véritablement, on a fait que... on n'a même pas fait 10%. Voilà, donc ça s'annonce... enrichissant, on va dire. Mais voilà, je vais réfléchir à ça d'ici à la prochaine fois. Et bien sûr, toutes les idées sont bonnes à prendre dans le débat public, mais je vous invite bien sûr à respecter les opinions de chacune et chacun. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé d'une manière générale, si vous rejoignez les propos du président et ou du rapporteur, et si vous voulez, bien sûr, voir la suite de cette lecture. Portez-vous bien, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.